Bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue à ce séminaire d'Ouranos. Mon nom est Caroline Larrivée, je travaille pour Ouranos. Ça me fait plaisir ce matin de présenter Sylvain Roche. Il est docteur en sciences économiques de l'Université de Bordeaux et ses travaux de recherche se concentrent surtout sur les politiques publiques d'innovation dans le secteur de la transition énergétique et territoriale et très particulièrement sur les énergies marines renouvelables. C'est un membre actif d'Acclimatera avec qui Ouranos a eu des liens, notamment dans le passé. Il est membre aussi du réseau régional R3 TESNA. Sylvain est ici dans le cadre d'un séjour de quelques mois au Québec pour venir faire une genre d'analyse comparative ou enfin regarder un peu comment ça se passe au Québec. Il est dans les locaux d'Ouranos, on lui prête un espace et c'est un peu dans ce contexte-là qu'on l'a invité à venir présenter ses travaux et ses recherches là, ici à Ouranos. Un grand merci de m'offrir cette opportunité un petit peu pour présenter la transition énergétique de la France et de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc l'idée, c'est que je puisse aujourd'hui ce matin un petit peu vous présenter les dynamiques en cours sur les territoires français, sur ce volet de la décarbonation et du développement des énergies renouvelables. Et après qu'on ait un petit peu un dialogue entre nous, à savoir quelles sont selon vous finalement les grandes similitudes qui existent entre le Québec et la France sur notre manière qu'on a d'aborder la transition énergétique, mais aussi les similitudes qu'ils peuvent avoir. On pourra notamment discuter sur le fait que nous, en France, on a quand même un poids assez fort du nucléaire, en fait, une technologie qui a été construite plutôt sur un phénomène de conflit, donc plutôt une transition énergétique basée sur une technologie conflictuelle, alors qu'au Québec, on a plutôt une transition énergétique qui est basée sur une technologie consensuelle et qui est l'hydroélectricité. Donc, comme vous a dit Caroline, donc moi je suis ingénieur de recherche à la chaire Trent, qui est une chaire qui a désormais plus de 4 ans d'existence, qui est hébergée à Sciences Po Bordeaux. Donc nous sommes composés d'une équipe pluridisciplinaire, plutôt autour des sciences humaines et sociales. Donc il y a des économistes, des juristes, des politistes et des sociologues. Nous sommes financés par quatre mécènes, donc 2 acteurs publics, la Caisse des dépôts, le groupe la Caisse des dépôts et la région Nouvelle-Aquitaine, et 2 acteurs privés, donc la Banque populaire Nouvelle-Aquitaine et le groupe Engie. Donc nous menons différents travaux visant finalement à une meilleure compréhension du phénomène de transition énergétique, à la fois pour les étudiants de Sciences Po de niveau master, mais aussi bien évidemment pour les élus et aussi les institutions. Donc, nous menons différents travaux, différents axes, comme la construction de Summer School, des visites de sites, des bourses en mémoire à destination des étudiants, des séjours de recherche à l'étranger. Il y a 2 mois, je suis parti avec mes étudiants une semaine à Bruxelles pour essayer de comprendre quelles étaient les dynamiques en cours à Bruxelles sur la grille PV, la grille photovoltaïque qui essaie de finalement coupler les enjeux alimentaires et les enjeux de production d'énergie. Donc, des séjours de recherche à l'étranger. Et c'est pour cela que je suis ici, pour essayer de mieux comprendre les dynamiques en cours au Québec, tout en essayant aussi de faire interagir les acteurs néo-aquitains et les acteurs québécois sur la question des ports. Je vais y revenir un petit peu plus tard lors de ma présentation. Je suis aussi membre du réseau R3 TESNA. Donc, le réseau R3 TESNA, finalement, a un petit peu les mêmes objectifs que la chaire Trent, à la différence près qui s'inscrit véritablement dans un espace régional avec l'ensemble des partenaires scientifiques de la région Nouvelle-Aquitaine, donc les universités, mais aussi des groupes de recherche plus affiliés à des thématiques précises, que ce soit l'isolation du bâtiment, mais aussi, par exemple, l'hydrogène. Et le réseau R3, donc, il a été lancé il y a un petit peu plus d'1 an. Et il a été définitivement structuré il y a quelques semaines par les acteurs de la région pour un projet qui dure, si mes souvenirs sont bons, à peu près 4 à 5 ans. Et le réseau R3 TESNA, la grande particularité, c'est qu'il doit aussi faire dialoguer les sciences humaines et sociales et les sciences de l'ingénieur, tout en essayant de construire des projets scientifiques les plus pluridisciplinaires possibles. Et enfin, je suis membre du
comité scientifique régional à Climatera, donc effectivement qui étudie l'impact du changement climatique sur le territoire néo-aquitain. Donc nous avons plusieurs années à Climatera mène différents travaux. Donc il a bien évidemment réalisé 2 rapports globaux structurants en 2013 et 2018 qui ont permis finalement aussi d'orienter la politique de la région Nouvelle-Aquitaine, notamment dans sa démarche Néoterra qui vise à atteindre la neutralité carbone de la région d'ici 2050. Puis, plus récemment, nous avons travaillé sur des cahiers thématiques sur des sujets très précis. Donc, un cahier a été réalisé sur les plans d'eau face au changement climatique. Un autre cahier a été réalisé sur le numérique et l'environnement. Quel est l'impact du numérique sur les activités, l'empreinte carbone du numérique en Nouvelle-Aquitaine. Et en décembre 2022, nous avons publié un cahier consacré au développement des énergies renouvelables en Nouvelle-Aquitaine que j'ai pu co-encadrer, que j'étais le coordinateur de ce cahier. Et l'ensemble de ces documents sont en libre accès, sont accessibles en ligne, en format numérique, mais vous pouvez aussi, les acteurs néo-aquitains, les acteurs français peuvent aussi en faire la commande pour avoir des versions papier auprès de ma collègue Johanna Cabaret. Donc, nous réalisons des travaux de sensibilisation à destination, encore une fois, des professionnels du secteur, mais aussi des élus et des institutions. Nous déplaçons voilà, dans les écoles, dans les universités, mais aussi dans les mairies, afin d'essayer d'apporter des réponses auprès des territoires qui souvent ne sont pas forcément outillés, n'ont pas forcément l'information nécessaire pour pouvoir construire des politiques publiques efficaces sur la question du changement climatique. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions, si vous avez besoin des contacts. J'ai mis à chaque fois les mails, donc n'hésitez pas à envoyer des mails à ces différents contacts si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ces travaux. Donc le cahier a été publié en décembre 2022, donc nous avons fait un état des lieux des dynamiques en cours en Nouvelle-Aquitaine sur le développement des énergies renouvelables. Donc, nous avons volontairement écarté d'autres technologies, notamment l'hydroélectrique, même si aujourd'hui des enjeux environnementaux sensibles se posent notamment sur la question de l'érosion du littoral ou aussi la question de la température de l'eau, mais nous ne l'avons pas abordé et nous n'avons pas aussi abordé la question du nucléaire, car nous avons pensé que la question du nucléaire est une politique tellement étatique que finalement, ça ne s'inscrit pas réellement dans une dynamique territorialisée comme peut l'être ces énergies renouvelables. Donc, voilà, donc l'éolien terrestre, l'énergie photovoltaïque, la géothermie, les bioénergies, l'hydrogène, les ports commerciaux et les comités d'énergie. Donc, nous avons finalement examiné des technologies qui sont à la fois matures, bien développées, en cours d'exploitation en France, notamment l'éolien et le PV, des technologies beaucoup plus émergentes, beaucoup plus en phase de développement sur le territoire, notamment l'hydrogène, et 2 écosystèmes, 2 outils, finalement, 2 outils d'action publique qui permettent aussi un déploiement plus approprié et plus accéléré du développement des énergies renouvelables, que ce soit les ports commerciaux, qui sont vraiment des espaces qui permettent à la fois l'expérimentation, mais aussi l'accélération des énergies renouvelables, et notamment en Nouvelle-Aquitaine concernant l'éolien en mer, avec un projet assez structurant situé en Charente-Maritime. Et les communautés d'énergie, je vais revenir à la fin de ma présentation, avec un changement aujourd'hui qui se fait à la fois dans le droit européen, mais aussi en France, qui vise vraiment à une montée en puissance des comités d'énergie, notamment via le financement participatif, car c'est vu comme un outil qui permet une meilleure appropriation par la population, par les territoires de la question énergétique. Et finalement, c'est aussi un outil qui permet de dérisquer le développement de ce type de projet en limitant autant que possible les controverses et les conflits d'usage. Quelques mots concernant le contexte de crise énergétique. Donc, la politique énergétique de la France et des territoires s'inscrit vraiment dans une démarche multiscalaire. Donc, il y a bien évidemment le contexte international qui joue, avec l'accord de Paris de
signé en 2015 qui vise à la neutralité carbone en 2050. Mais les trois grands espaces qui nous intéressent, c'est trois grandes échelles territoriales. Donc, c'est le contexte européen. Donc, comme vous le savez, l'Europe traverse depuis plusieurs mois maintenant une crise énergétique très forte qui a été amplifiée par le conflit russo-ukrainien. Donc, il y a deux politiques publiques qui se couplent, qui sont très intéressantes et qui encouragent le déploiement des énergies renouvelables. Donc, bien évidemment, c'est le Green New Deal. Green New Deal qui est une politique de la Commission européenne qui vise à la neutralité carbone du continent d'ici 2050. Et REPowerEU, qui est finalement qui est le résultat de la guerre russo-ukrainienne, qui est une politique de la Commission lancée en mai 2022 et qui vise à sortir autant que possible du gaz fossile et pétrole russe d'ici 2027-2030. Donc déjà, finalement, tout ce contexte finalement amène à un déploiement massif des énergies renouvelables. Donc, l'objectif affiché désormais de la Commission, c'est d'atteindre 42,5% de d'ENR d'ici 2030. On est aujourd'hui autour de 22% sur le continent européen. Et retenez aussi ce chiffre quand même qui est assez intéressant. En l'espace d'un an, l'Union européenne a baissé de 20% sa demande d'énergie. Donc, on va revenir tout à l'heure sur la question de la sobriété. En tout cas, aujourd'hui, la sobriété est vraiment au cœur des politiques européennes et de la politique nationale. En France, finalement, comme on est toujours dans un contexte de retranscription à l'échelle nationale de la dynamique européenne, on a lancé un plan de sobriété énergétique aussi en 2022, avec comme cible, c'est d'atteindre une baisse de 10% de notre consommation d'énergie totale d'ici 2024. On a lancé aussi une concertation nationale sur le mix énergétique, qui a été construit par le ministère de la Transition énergétique. Nous avons notamment accueilli une ministre à Sciences Po Bordeaux pour pouvoir dialoguer avec les étudiants, mais aussi bien évidemment les professionnels du secteur. Et celle-ci a découlé sur une loi d'accélération des énergies renouvelables qui vise à diviser par 2 le délai de déploiement. Effectivement, en France, aujourd'hui, il faut entre 7 et 9 ans pour qu'un projet d'éolienne aboutisse, alors qu'en Allemagne, c'est 2 fois plus rapide, plutôt autour de 3-4 ans. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse aussi déployer massivement les énergies renouvelables afin d'atteindre les objectifs dictés par Bruxelles pour 2030. Et enfin, le contexte régional. Donc, on a eu 2 débats publics sur lesquels aussi je vais revenir plus tard, qui ont été très structurants en Nouvelle-Aquitaine. Donc, le projet Horizeo, qui est un projet qui vise à développer le plus grand projet photovoltaïque d'Europe, du côté du sud du région, au sud Gironde, du côté de Socats. C'est un projet d'1 gigawatt. Et le projet d'Oléron, qui est un projet d'éolien en mer au large de La Rochelle, qui vise à développer 1 ou 2 parcs d'1 ou 2 gigawatts d'ici une dizaine d'années. Donc, c'était 2 projets structurants qu'on a suivis et qui nous a aussi permis d'apporter des réponses qu'on a indiquées dans ce cahier d'Acclimaté. Donc, la feuille de route aussi Néoterra, donc, qui est la feuille de route de la région de l'Aquitaine, qui vise à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, et aussi des démarches, une stratégie qui vise à une meilleure territorialisation des ENR, que ce soit des stratégies autour du multi-usage, par exemple l'agri-PV, comment on peut concilier dans un même espace finalement des objectifs qui auraient pu paraître un petit peu contradictoires, l'alimentation et la production d'énergie, et aussi des outils beaucoup plus novateurs, beaucoup plus émergents, comme les communautés d'énergie. Retenez aussi quand même aussi ce chiffre, parce que bon là, il y a beaucoup de choses positives, mais aussi quand même des choses qui peuvent nous questionner. La France reste le seul pays européen à ne pas avoir accepté ses engagements en termes de développement des énergies renouvelables. Aujourd'hui, on est à peu près à 19,1% d'énergie renouvelable, alors qu'on avait acté auprès de la Commission un chiffre de 23%, ce qui nous a valu une amende de 500 millions d'euros, parce qu'encore une fois, nous, la France et l'ensemble des pays qui composent l'Union européenne doivent vraiment respecter les engagements européens. Et une R&D publique sous-valorisée pour les ENR, aujourd'hui, on va dire en termes de recherche publique,
les énergies renouvelables, malgré les objectifs qui sont affichés, représentent uniquement 12% des budgets de la recherche publique. Donc là, quelques chiffres, encore une fois très importants, parce que parler de l'énergie, c'est parler des chiffres et parler de la donnée. Donc c'est la question des gaz à émissions les émissions de gaz à effet de serre de la France. Donc vous pouvez voir les objectifs proposés et actés d'ici 2030. En plus, ce sont des objectifs qui ont été actés très récemment par la Première ministre Elisabeth Borne. Donc, un petit peu comme le Québec, nous, on a, on va dire, 4 grands émetteurs, secteurs émetteurs. Donc, nous avons les transports, l'industrie, l'agriculture et les bâtiments. Ce qui sont quand même assez intéressant, c'est l'agriculture, on en parle peu, mais il faut voir qu'en France, le secteur agricole émet autant d'émissions de gaz à effet de serre que le secteur de l'industrie. Ça nous rappelle aussi que la France reste la première puissance agricole d'Europe, avec à peu près 17% de la production agricole européenne. Donc aussi, travailler sur la transition énergétique, ça nous oblige peut-être aussi à questionner notre modèle agricole et aussi notre manière aussi de consommer la viande. Donc, je vous ai mis en jaune ce que correspond l'énergie. Donc, finalement, on a quand même un système énergétique décarboné, enfin, du moins le système électrique est décarboné du fait du nucléaire, mais il y a encore des niches à gagner. Donc, les objectifs, on a 47 millions de tonnes équivalent CO2 aujourd'hui. L'objectif en 2030, c'est d'atteindre 27%. Et comme on peut voir sur le tableau proposé par le Conseil pour le climat, il y a encore des niches à gagner, notamment autour du raffinage du pétrole, le chauffage urbain et les zones. Et l'électricité reste majoritairement décarbonée à plus de 65% du fait de l'industrie électronucléaire. Donc surtout, n'hésitez pas, à en rediscuter après, de questionner ces chiffres avec ce qui se fait aujourd'hui du côté du Québec. Je sais que transport et industrie, ça reste aussi la cible prioritaire, et je ne sais pas, par exemple, à quoi correspond le secteur de l'agriculture au Québec, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Je n'ai pas forcément ces données. Ça serait peut-être intéressant de comparer ces deux sujets. La consommation d'énergie, donc nous sommes aujourd'hui à 1600 TWh, donc l'objectif en 2050, c'est 330 TWh d'énergie consommée. Donc finalement, on rejoint un petit peu une dynamique similaire qu'on a au Québec, ça passe aussi par l'électrification des usages, mais notamment lié au transport avec le déploiement de la voiture électrique, mais aussi l'explosion future aussi de l'économie numérique. On peut voir aussi que la question des data centers, tout ça, avec des outils numériques qui consomment de plus en plus d'énergie, la demande d'électricité va fortement augmenter. Mais retenez quand même ce chiffre qui me semble très important, c'est que la transition énergétique de la France et plus largement de l'Europe s'inscrit dans une décroissance de notre consommation d'énergie. C'est moins 40%. Et moins 40%, c'est un chiffre qui a été acté par RTE, donc qui s'inscrit totalement dans le service public. Hein, c'est apolitique d'une certaine façon. Donc voilà, c'est un chiffre qui a été retranscrit dans les discours politiques et par la loi, avec l'objectif d'atteindre 330 TWh d'énergie consommée d'ici 2050, avec une marge aussi de gaz décarboné. Encore une fois, voilà, c'est pas aussi que le tout électrique, on va garder aussi une partie de gaz décarboné. Dans le cadre de la loi de la transition énergétique sur la croissance verte, il est prévu à peu près que d'ici 2030, 10% du gaz produit en France soit d'origine renouvelable. Donc la transition énergétique ne se limite pas à une transition électrique, c'est aussi du gaz vert et c'est aussi de la chaleur thermique. Quelques chiffres. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, la production d'électricité elle est très majoritairement nucléaire. Donc ça, ce sont les chiffres 2022. Encore, on a 62,7 parce que le parc électronucléaire a traversé certaines difficultés. Normalement, on est plus autour de 70%. En tout cas, voilà, on a un système électrique à 2/3 décarboné du fait du nucléaire, mais ça n'empêche pas le déploiement d'autres sources d'énergie.
Donc, quelques chiffres. Encore une fois, il y a beaucoup de chiffres, mais gardons ceci en tête. Donc, x2 de NR électrique d'ici 2028, x10 d'énergie solaire d'ici 2050, 50 gigawatts d'éolien en mer. Donc, moi, j'ai fait ma thèse sur l'éolien en mer. Donc, c'est vrai que c'est un sujet que je suis particulièrement sensible, dans ce qui équivaut à peu près à 40 parcs offshore. L'InnoVOPR, donc là, théoriquement, le président de la République devrait prochainement lancer de nouveaux programmes électronucléaires en France, sachant qu'en EPR, c'est à peu près 1600 mégawatts chacun, comparé au nucléaire historique, qui est le nucléaire des années 70-80, où un réacteur est plutôt de puissance autour de 900 mégawatts. Les chiffres qui sont importants de retenir, c'est ces deux chiffres. Donc, effectivement, une augmentation de la demande d'électricité d'ici 2050 de 35%, le fait notamment de l'électrification des usages, mais surtout moins 40% d'énergie d'ici 2050. Donc, c'est une décroissance de notre consommation d'énergie, mais une augmentation de notre consommation d'électricité. Et ce package, finalement, va nous permettre d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et ainsi s'inscrire à la fois dans les directives européennes, mais aussi, bien évidemment, l'accord de Paris. Des scénarios pour se projeter dans le futur énergétique. Alors ça, c'est intéressant parce que lors de l'ACFAS, il y a à peu près 3 semaines, on a beaucoup parlé de modélisation, essayer de comprendre, de modéliser finalement quelle serait la cartographie énergétique du Québec et du Canada d'ici 2030-2050. En France, on a aussi eu des outils qui nous ont permis de construire une politique publique. Donc, j'ai retenu deux scénarios. Donc, une approche plutôt technocentrée, donc d'RTE, qui a été présentée en 2020. Donc, finalement, qui explique quels sont les différents choix technologiques. Et après, c'était aux politiques publiques de choisir le choix qui lui semblait le plus cohérent. Donc, finalement, comme je l'ai indiqué dans le document, il a choisi cette option de relancer le nucléaire aux alentours de InnoVOPR. Donc, une approche très technocentrée, finalement. RTE, c'est plutôt une équipe composée de pauvres ingénieurs. Et le deuxième scénario, qui je définis plutôt dans une approche plus technosociale, qui est l'approche ADEME, qui repose sur les mêmes données macroéconomiques, démographiques et de l'évolution climatique, qui est une augmentation de 2,1 degrés d'ici 2100. Cependant, dans ce scénario proposé par l'ADEME, chaque voie propose finalement des choix de société différents. Donc finalement, c'est aussi vraiment un scénario politique dans le sens où il ne se limite pas aussi à des choix technologiques, c'est aussi des choix de société à la fois collectifs et individuels qu'on souhaite co-construire ensemble pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Donc, normalement, j'ai la petite vidéo. Voilà. Alors, ça ne dure pas très longtemps, mais elle est très intéressante parce qu'encore une fois, c'est la manière aussi d'aborder la transition énergétique et notamment comment on y inclut aussi le volet sobriété. Donc, c'est pour ça que j'ai souhaité aujourd'hui Nous en sommes tous parfaitement conscients. Des transformations importantes doivent être menées dès maintenant pour arriver à la neutralité carbone d'ici 2050. Mais qu'est-ce que la neutralité carbone? C'est tout simplement capter autant de CO2 que nous en émettons grâce aux forêts et au sol. Compléter si nécessaire par des technologies plus ou moins matures aujourd'hui. Pour dessiner les chemins possibles pour y arriver, l'ADEME a réalisé une étude prospective inédite. Transition 2050, choisir maintenant, agir pour le climat. Elle prend la forme de 4 grands scénarios, chacun empruntant des voies distinctes et correspondant à des choix de société différents. Le premier scénario, génération frugale, pose les bases d'une refonte importante de notre société. La transition est conduite par la contrainte, par la sobriété et par la technologie. La capacité d'adaptation et l'implication de tous sera un vrai défi pour mobiliser autour de la nature sanctuarisée et autour d'une économie du lien plus que du bien. La neutralité carbone est atteinte grâce aux puits naturels, forêts et sols. Le deuxième scénario, coopération territoriale, pose le cadre d'une société qui se transforme grâce à une gouvernance partagée. Le système économique vers une voie durable, sobre et efficace.
Des investissements massifs dans les solutions d'efficacité et d'énergie renouvelable sont effectués, ainsi que dans des politiques de réindustrialisation des secteurs ciblés. La neutralité carbone est atteinte presque uniquement grâce aux puits naturels. Le troisième scénario, technologie verte, mise sur le développement technologique pour répondre aux défis environnementaux. Les manières d'habiter, de se déplacer ou de travailler ressemblent à celles d'aujourd'hui. L'État planifie la mise en place de politiques fortes pour favoriser la décarbonation de l'économie dans un contexte de concurrence internationale et d'échanges mondialisés. La neutralité carbone n'est atteinte que grâce au captage de CO2 à la sortie des cheminées. Enfin, le quatrième scénario, pari réparateur, permet de conserver nos modes de vie actuels en pariant sur des solutions techniques. La société place sa confiance dans sa capacité à gérer, voire à réparer les systèmes sociaux et écologiques, avec plus de ressources matérielles et financières. Un pari basé sur le numérique et des technologies encore peu matures. La neutralité carbone n'est atteinte qu'avec des technologies de captage du CO2 dans l'air, à l'état de pilote à ce jour. Ces différents scénarios soulèvent ainsi 5 grandes problématiques autour desquelles il faudra statuer. La sobriété, jusqu'où? Qu'est-ce qu'un régime alimentaire durable? S'appuie-t-on exclusivement sur des puits naturels de carbone pour atteindre la neutralité? Quelle économie du bâtiment demain? Quel modèle industriel sera mis en place? En bref, cette étude nous prouve que la neutralité carbone est possible, mais repose sur des paris forts, qu'il est impératif d'agir dès maintenant, qu'elle nécessite une planification orchestrée et des transformations entre l'État, les territoires, les acteurs économiques et les citoyens. Que la réduction de la demande en énergie, et donc de biens et de services, est le facteur clé pour l'atteindre. Que l'industrie va devoir se transformer, que le vivant est un des atouts principaux de cette transition, que l'adaptation des forêts et de l'agriculture devient prioritaire pour lutter contre le changement climatique, que la pression sur les ressources naturelles varie d'un scénario à l'autre et devra être statuée, et que les énergies renouvelables sont indispensables. Tout y est détaillé pour que vous, décideurs et citoyens, puissiez faire le bon choix pour les 30 années à venir. Prendre conscience du défi à relever est une chose, agir maintenant est une priorité. Et nous sommes là pour vous accompagner. Donc voilà, c'est un document voilà, assez important hein, qui fait. C'est un document voilà, qui est assez important, qui fait 688 pages, signé Sonia Samban, qui est en libre accès, hein, vous pouvez trouver sur Internet. Et ce qui est très intéressant, c'est la manière dont l'ADEME a rédigé ce document. Il est totalement appropriable par la population, en fait. Et ça montre réellement déjà que, c'est la sobriété qui est au cœur de tout. Et aujourd'hui, nous, on travaille plutôt, voilà, dans le cadre de la charte RENT, mais aussi avec mes partenaires, plutôt sur le scénario 2 de coopération territoriale. On estime que la transition énergétique et écologique, c'est de la coopération, c'est de la territorialisation. Et donc, nous parions plutôt sur le scénario 2. Et aujourd'hui, la politique nationale varie entre le scénario 2 et le scénario 3. Mais on est autour de ces grands objectifs de sobriété, de développer les énergies renouvelables, mais aussi de parier ou du moins investir aussi sur des technologies beaucoup plus émergentes, comme l'EPR, mais aussi sur l'hydrogène. Un autre outil aussi qui est très intéressant, hein, que, encore une fois, je n'ai pas forcément vu cet outil au Québec, je peux me tromper, encore une fois, je regarde ça avec beaucoup de modestie. C'est la planification. Nous, aujourd'hui, tous nos objectifs en termes de développement des énergies s'inscrivent dans ce qu'on appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est un document qui est réactualisé tous les 5 ans et qui permet finalement de se projeter 5, 10, 15 ans après sur quelle va être, en termes de capacité énergétique, la production d'énergie pour chaque filière énergétique. Donc là, on est dans la PPE de 2018. Donc, on voit 2023-2028 quelles sont l'évolution de chaque filière, ce qui permet à la fois aux territoires de se préparer à la montée en puissance des énergies renouvelables et aussi aux industriels d'indiquer, mais attendez, moi je vois qu'il y a un marché sur tel ou tel espace, donc pourquoi pas aussi investir en France.
Donc, on voit une augmentation très importante du solaire, mais aussi, voilà, aussi des technologies beaucoup plus, on va dire, émergentes comme l'éolien en mer, je parle en France, émergent en France, où l'objectif, c'est d'atteindre 6,2 gigawatts d'ici 2028. Donc, la PPE, donc là, c'est un document, encore une fois, totalement disponible sur Internet. Donc, il y a deux captures d'écran. Donc, dans le premier tableau, c'est filière par filière. Et puis après, c'est une focale sur l'éolien offshore pour vous indiquer aussi que la France marche par appel d'offres. Donc, c'est l'État qui lance des grands projets en faisant des appels d'offres, et notamment dans les technologies beaucoup plus centralisées comme l'éolien offshore. Donc, ce qui permet aussi de savoir quand auront lieu les projets appels d'offres pour l'éolien en mer, et notamment le projet Sud-Atlantique, qui est un projet qui vise à développer un parc offshore de 1 à 2 gigawatts dans les prochaines années en Nouvelle-Aquitaine. Le premier appel d'offres pour le parc, un parc d'1 gigawatt, devrait être lancé très prochainement. Encore une fois, la PPE, ça permet aussi de se planifier, de se projeter à court et moyen terme, ce qui est très important à la fois pour les territoires, mais aussi pour les industriels. Très rapide, parce que ce n'est pas forcément voilà, le cœur de ma dissertation, mais bon, c'est comme un sujet sur lequel moi je travaille énormément en France, à Bordeaux, à Sciences Po, c'est l'éolien en mer. Donc aujourd'hui, la France a inauguré son premier parc éolien offshore il y a quelques mois, au large de Saint-Nazaire, qui est un parc de 480 MW. Et l'objectif, c'est vraiment d'atteindre 6,2 gigawatts d'éolien offshore d'ici 2028. Donc, en reprenant le discours du président de la République, Emmanuel Macron, de décembre 2019, l'idée, ça serait d'inaugurer tous les ans, à partir de 2024, 1 gigawatt d'éolien offshore en France. Et ça serait totalement dans la dynamique de la Commission européenne, qui vise vraiment à faire de l'Europe le hub de l'éolien offshore à l'échelle mondiale, avec l'objectif d'atteindre 300 gigawatts d'éolien offshore d'ici 2050. En reprenant les mots mêmes de la Commission européenne, il faut faire de la mer du Nord la centrale électrique de l'Europe. Donc, on est vraiment dans un phénomène de marinisation de notre système énergétique très poussé en France et en Europe, du fait du déploiement des parcs offshore. Voilà, des parcs offshore. Donc aujourd'hui, en Europe, c'est la Grande-Bretagne qui est un pays leader, mais l'ensemble des pays, notamment les pays maritimes, l'Allemagne, la Pologne, les Pays-Bas et la France, visent à déployer massivement ces technologies, car ça permet de produire massivement et de manière décarbonée de l'électricité. Et ça s'inscrit aussi dans des interconnexions entre les différents pays, parce qu'encore une fois, il n'existe pas réellement de l'Europe de l'énergie, mais il existe des macro-régions à l'échelle européenne où les pays, finalement, via l'offre et la demande, créent un marché macro-régional, et notamment entre le Danemark et la Grande-Bretagne, aujourd'hui, autour des barrages et des parcs offshore. Au niveau régional, de manière très rapide, encore une fois, donc là, on est dans le dernier échelon territorial, après l'européen et le national. C'est totalement décliné sur notre territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, quelques chiffres pour vous expliquer que finalement, même si on est la plus grande région de France, on dit souvent que la Nouvelle-Aquitaine, c'est la taille de l'Autriche, mais comparé au Québec, on est quand même très petit. Donc, il y a 6 millions d'habitants et la superficie, c'est 84 000 km². Donc, il me semble que le Québec, on est à peu près à 1 million. Je peux me tromper, mais je crois que c'est à peu près ça. Donc, c'est aussi pour vous montrer un petit peu la question des échelles et aussi de la limite géographique. Donc, 50% de d'énergie d'ici 2030, 30% de consommation d'énergie, l'autonomie de gaz augmentée de 2,5, enfin multipliée par 2,5 la production de photovoltaïque et atteindre une production de 4 500 à 5 000 MW d'éolien terrestre d'ici 2030. On est aujourd'hui à 1160. Donc, il va vraiment falloir monter en puissance de manière très rapide sur l'éolien terrestre d'ici les prochains mois, dans les prochaines années. Donc là, c'est un petit peu la modélisation, où on voit finalement les objectifs qu'on devrait être finalement pour atteindre cet objectif de neutralité carbone et les objectifs de déploiement des énergies renouvelables. Donc malheureusement, malgré tous les efforts des territoires, des institutions, des acteurs publics et des industriels,
Déjà, il y a un petit décrochage qui s'est effectué, comme vous pouvez le voir, hein, entre les deux courbes. Ça n'apparaît pas sur l'écran de la souris, mais ce n'est pas grave. On peut le voir, il y a un petit peu de décrochage, donc ça nous explique que finalement, malgré tous les objectifs, malgré le fait aussi qu'on a de l'espace, on n'a pas pu totalement se caler sur l'objectif qui a été acté par les outils institutionnels, par la loi. Donc, il va falloir aussi développer massivement les énergies renouvelables, que ce soit des énergies, on va dire, totalement décentralisées, notamment l'autoconsommation individuelle, mais aussi des plus grandes productions, que ce soit des grands parcs solaires, notamment dans la région des Landes ou en Gironde, ou aussi des parcs offshore. Donc, des ENR incontournables. Pourquoi développer les énergies renouvelables? C'est une question souvent qu'on entend en France, mais pourquoi développer les énergies renouvelables alors qu'on a le nucléaire? Il y a beaucoup parce que je pourrais aujourd'hui notifier dans mon discours, mais j'en ai retenu 4. Déjà, pour répondre aux objectifs climatiques, ceux de l'accord de Paris visant la neutralité carbone d'ici 2050, on n'a pas le choix. Comme je vous l'ai indiqué, notre consommation électrique va augmenter. Donc, si on souhaite que celle-ci soit produite de manière renouvelable, de manière verte, il faut développer les énergies renouvelables. Car le GIEC, dans son dernier rapport, nous propose, je dirais même nous ordonne, en tout cas, à investir dès maintenant sur les technologies les plus matures et compétitives. Aujourd'hui, les énergies renouvelables sont totalement compétitives face aux énergies fossiles. Voilà. Pour l'éolien en mer, on est autour à l'échelle européenne, on est autour de 45 € le mégawattheure. Donc, même au-dessous de certaines énergies fossiles, notamment aujourd'hui dans le cadre du conflit russo-ukrainien. Comme je vous le disais, pour répondre aux défis de l'électrification des usages, et enfin pour répondre à l'impératif de souveraineté énergétique des territoires et de l'indépendance nationale, c'est vrai que les phénomènes de relocalisation, de régionalisation s'étaient déjà fait sentir lors de la crise Covid, avec l'épisode par exemple des masques ou du Doliprane. Donc cette idée, il faut remettre de l'industrie sur notre territoire, de moins dépendant de pays extérieurs, notamment de la Chine, et ça se pose aussi du côté de l'énergie, à essayer de remettre de la production énergétique et des usines en France, et c'est notamment toute la politique de ce qu'on appelle des gigafactories, qui est aussi une directive de la Commission européenne qui vise à construire en Europe des grandes entreprises, des grandes industries autour des énergies renouvelables, et notamment autour des batteries, mais aussi du photovoltaïque. Donc, quels que soient les scénarios envisagés, la place du nucléaire, le développement massif des ENR paraît indispensable. Et j'ai retenu cette citation de la ministre de l'Énergie, Agnès Pannier-Runacher, récemment dans le Figaro. Un mur énergétique nous attend dès 2030. Donc, nous, vraiment, en Europe, on n'a pas le choix car on n'a pas de ressources et on n'a pas un espace comme le Québec où on peut potentiellement envisager d'inaugurer de nouvelles mines. Mais les sources de controverse, voilà, les énergies renouvelables, ce sont des énergies de flux faiblement concentrées, demandeuses d'espace. Donc, c'est un changement paradigmatique total qu'on a à faire par rapport aux technologies qui ont été développées depuis la première révolution industrielle, qui ont été finalement de moins en moins demandeuses d'espace et surtout de plus en plus délocalisées. Charbon, pétrole, tout ça ont été de plus en plus délocalisés. On a délocalisé les pollutions dans d'autres territoires. Nous, en France, par exemple, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de plateforme pétrolière offshore au large de nos côtes, donc finalement, on est très dépendant du pétrole, mais on ne le voit jamais. Donc, c'est aussi une manière, ce que j'ai indiqué, de la transition énergétique, c'est aussi une transition paysagère. Donc, c'est rendre visible ce que l'économie carbone a occulté. Et finalement, qui dit changement, qui dit bifurcation, dit aussi controverse et dit aussi problème de conflit. Donc, il faut réguler tout ça, il faut avoir des outils d'action publique efficaces pour accompagner les territoires, la population dans ces changements, dans cette transition. Et c'est notamment aujourd'hui la place des chercheurs, c'est comment on peut accompagner ces gens dans cette transition qui n'est pas forcément évidente. Donc, voilà, deux projets pour lesquels nous, on a beaucoup travaillé, qui ont été au cœur de débats publics assez virulents, mais très, voilà, pour le scientifique, très riches. Donc, le projet Oriseo Socats, donc, qui est le projet assez structurant en Nouvelle-Aquitaine et en France, qui vise à développer
un parc d'1 gigawatt d'énergie solaire en Sud-Gironde, du côté de Socats. Pourquoi conflit? Car c'est un équilibre pas forcément évident entre politique forestière et politique de production d'énergie. Car qui dit ce parc, c'était il fallait déboiser 1 hectare de forêt. Donc, ça pose la question, finalement, est-ce que c'est une forêt, les débats? Parce que là, on est quand même dans une forêt artificielle, plantée par l'homme. Donc, il y a eu des débats assez même philosophiques. C'est finalement, qu'est-ce que le vivant? Voilà. Est-ce qu'on peut parler d'une forêt naturelle concernant la forêt des Landes? Donc, ça montre aussi un équilibre très difficile pour les acteurs publics entre politique énergétique et politique de la biodiversité, sachant qu'en France, il y a une loi qui est passée, la loi sur la non-artificialisation des sols, en essayant finalement de ne pas artificialiser des sols naturels pour de l'industrie et notamment pour la production d'énergie. Donc, ça pose la question effectivement où on trouve les sites d'énergie renouvelable, alors qu'aujourd'hui, les politiques publiques sont contraintes par cette loi de non-artificialisation des sols. Donc, ça a été très riche, ça a été très tendu, en tout cas pour les chercheurs. Ça nous a permis de nourrir ce cahier d'Aclimatera. Et l'autre projet que je vous indiquais, c'est le projet offshore d'Oléron. Alors là, c'est très, très, très compliqué parce que ce projet, lorsqu'il a été pensé, construit par l'État, se situait dans un parc naturel marin. La loi, juridiquement, dans les parcs naturels marins, qui sont des zones Natura 2000, la loi autorise le développement des énergies renouvelables. Il n'y a pas de conflictualité juridique sur ce sujet, sauf qu'au point de vue, on va dire, symbolique, ça a été très difficile pour les territoires d'accepter ce projet, pour les pêcheurs aussi. Donc, lors du débat public, la Commission nationale du débat public a fait le choix d'éloigner ce parc, de sortir du parc naturel marin, mais de rester dans la zone Natura 2000. Et aujourd'hui, ça reste un projet très clivant, très critiqué par des associations environnementales. Par exemple, Sea Shepherd, je pense que vous connaissez, c'est Sea Shepherd, qui est très remonté contre ce projet et plus largement contre le développement de l'éolien en mer, mais aussi la Ligue de protection des oiseaux, donc la LPO, car on est dans un couloir migratoire et notamment l'un des couloirs migratoires les plus importants d'Europe. Encore une fois, comment fait-on pour à la fois concilier politique de biodiversité et politique de production d'énergie? Donc nous, ça nous oblige vraiment en termes pour designer les politiques publiques à faire preuve d'innovation institutionnelle, d'innovation comportementale, d'innovation technologique, vraiment aborder cette question de transition écologique énergétique de manière paradigmatique, de manière totalement systémique. Donc une transition qui pose finalement de nombreux enjeux, de nombreux défis pour le scientifique. On est tous chercheurs ici, et finalement, voici une grille que je vous propose aujourd'hui. À la fois, pour s'inscrire à la fois dans une approche pluridisciplinaire et aussi une approche systémique. Et là, c'est notamment pour cela que lorsqu'on a rédigé le cahier d'Aclimatera, finalement, on a fait appel à plus de 30 chercheurs et professionnels du domaine, avec cette question qui peut finalement aussi être retranscrite au Québec. Comment transformer la transition énergétique de la Nouvelle-Aquitaine en une vraie transition écologique acceptable et acceptée? Et là, c'est les différents enjeux avec les différents champs disciplinaires sur lesquels voilà, les questions scientifiques se posent. Donc, des enjeux environnementaux, quels sont les impacts sur la faune et la flore? Quel changement de nature des espaces et des terres? Des enjeux socio-économiques, quelles sont les performances en termes de coût et d'efficacité énergétique, notamment sur le volet hydrogène, qui est une technologie très, très clivante, mais qui se pose, et cette question se pose de l'efficacité énergétique et économique de cette filière. Quels impacts sur les activités économiques traditionnelles, notamment un parc offshore au large de La Rochelle, quel va être l'impact sur le monde de la pêche et quelles sont les compensations aussi que vont devoir avoir ces acteurs? Des enjeux juridiques et réglementaires, quelle compatibilité des ENR avec le droit des sites Natura 2000 et des espaces protégés? Le droit évolue vite sur ce sujet. Quelle compensation? Encore une fois, la compensation, par exemple, pour le secteur de la forêt. Et enfin, le dernier, qui s'inscrit beaucoup plus dans une démarche Sciences Po, dans une démarche construction des politiques publiques, des enjeux de gouvernance et de démocratie locale. Les outils d'action publique actuels sont-ils efficaces et suffisants, et notamment le débat public? Est-ce que le débat public, tel qu'il a été construit jusqu'à aujourd'hui, il est assez efficace pour porter ce type de projet? Va-t-il assez dans la spécificité des caractéristiques territoriales
des projets et quelle place pour les mobilisations citoyennes, parce qu'encore une fois, il faut écouter toutes les voix et souvent aussi, les citoyens doivent participer à la co-construction de ce projet en y mettant à la fois des avis positifs, mais aussi négatifs. En tout cas, ils doivent participer à la co-construction de ces grands projets, de cette politique énergétique. Donc, quelques recommandations de manière très rapide. Comment nous, aujourd'hui, on l'aborde. Donc, j'insiste énormément cette idée de territorialiser, donc outil de planification territorialisé. Il faut aller dans le micro-local si on souhaite éviter autant que possible les conflits d'usage. Et là, pour le coup, nous, on a un outil institutionnel assez intéressant en France, qui est les plans climat, air, énergie territoriaux, qui visent finalement à territorialiser, aller au plus près possible du territoire pour porter des projets de développement, de projets énergétiques. Monter en ambition et bâtir une action cohérente, faire du climat une priorité transversale de toute action publique. L'implantation des ENR relève de la solidarité interterritoriale à l'échelle européenne et régionale. Donc, solidarité entre les territoires d'une même région. Par exemple, nous, aujourd'hui, en Nouvelle-Aquitaine, l'ensemble la majorité des éoliennes sont concentrées dans l'ancien Poitou-Charentes, donc plutôt au nord. Et finalement, il faut, en termes de rééquilibrage de politique publique, il faut désormais développer l'éolien terrestre plutôt au sud. Donc, trouver finalement une solidarité territoriale à l'échelle régionale, mais aussi à l'échelle européenne. C'est comment, en fonction des caractéristiques géographiques de chaque territoire, l'Espagne qui a fait le choix du solaire, la France qui a fait le choix du nucléaire, la Grande-Bretagne qui a fait le choix de l'éolien offshore, comment, à travers toutes ces caractéristiques aussi géographiques, énergétiques, on arrive à créer une solidarité européenne autour de l'énergie. Arbitrage difficile face aux injonctions contradictoires, ce que vous expliquez, cet équilibre pas forcément évident à trouver entre la protection de la biodiversité et la nécessité de développer les énergies renouvelables. Ne pas ajouter les inégalités environnementales aux autres, agir contre la précarité. Un chiffre, un quart des ménages aujourd'hui de la Nouvelle-Aquitaine connaissent des épisodes de précarité énergétique. Et je me permets ici de vous rappeler que la crise des Gilets jaunes, probablement vous avez entendu parler ici, a débuté en France sur la question de l'énergie, en fait. Donc, l'énergie, c'est aussi, ça peut être très explosif en termes aussi de mouvements sociaux. Et c'est pour ça aussi que la transition énergétique, c'est aussi une lutte contre la précarité énergétique et notamment destination des ménages les moins aisés. Travailler politiquement l'acceptabilité sociale du changement et enfin ne pas limiter les transitions énergétiques à une transition technologique. J'insiste beaucoup, la transition énergétique, c'est une transition paradigmatique. Donc, c'est plusieurs types de transitions sur lesquelles il faut agir. Bien évidemment, le progrès technique, l'hydrogène, le nouveau nucléaire, l'éolien flottant, et j'en passe, mais aussi les innovations comportementales, les innovations institutionnelles, les innovations territoriales, les innovations citoyennes. Donc, finalement, il faut avoir une vision totalement transversale, paradigmatique, systémique de cette transition énergétique qui est malheureusement trop souvent limitée à son aspect technocentré. Donc voilà, j'essaie de faire un schéma vraiment très simple pour résumer un petit peu tout ce que je viens de dire. Donc aujourd'hui, on traverse, notamment la France et l'Europe, on traverse ce que j'appelle moi une crise systémique des 3 E. Pourquoi 3 E? Parce qu'il y a 3 grands sujets qui aujourd'hui nous inquiètent et nous poussent à agir. La crise énergétique, la crise environnementale et la crise économique. Donc cette crise systémique des 3 E nous oblige à repenser le design de notre politique énergétique autour de trois volets qui me semblent très importants, sur lesquels nous, à Sciences Po, à travers la charte Rennes, mais aussi avec Climatera et le réseau R3 Tesla, sur lequel on est pleinement investi. Donc, l'éducation, comment les citoyens peuvent s'approprier cette question de l'énergie, peuvent la comprendre, donc leur apporter des données, des chiffres clés, leur faire comprendre quelles sont les temporalités et les objectifs à atteindre. La territorialisation, partir vraiment du territoire, de comprendre quelle est la caractéristique et la spécificité de chaque territoire. Développer un parc solaire ou un parc éolien en Bretagne, ce n'est pas la même chose que d'en faire un en Corse ou encore moins dans les Outre-mer. Donc, vraiment, la territorialisation très importante et l'appropriation. Nous, on parle vraiment plus forcément tellement d'acceptabilité parce que finalement, c'est l'enjeu de l'acceptabilité qui finalement, on arrive à la fin d'un projet. L'industriel voit qu'il y a un souci parce que finalement, il n'y a pas
bien communiquer, il n'a pas interagi avec la population. Donc finalement, on fait souvent appel aux chercheurs à la fin, on a un souci, un conflit, venez nous aider à faire accepter ce projet. Dans l'appropriation, c'est que finalement, le chercheur, on est dès le départ de ce projet, et finalement, on construit avec les territoires, avec les habitants, ce type de projet. Donc, on parle d'appropriation citoyenne et territoriale de la production d'énergie. Et tout ceci doit permettre d'aller sur cet objectif que j'ai mis en vert, donc le développement des ENR, l'efficacité énergétique, la sobriété énergétique et la résilience des territoires. Et voilà, donc par exemple, deux événements sur lesquels on a travaillé, sur lesquels on va s'investir à la rentrée. Donc, on a par exemple, avec ma collègue Evelyne Robert du A3 Tessin, on a réalisé en octobre dernier à la région de l'Aquitaine, avec les élus, un colloque sur l'appropriation territoriale et citoyenne des énergies renouvelables. Quels outils, quelles méthodes? Et on a notamment travaillé sur deux outils. Donc, le financement participatif, c'est comment finalement une collectivité territoriale, un groupe d'habitants peut investir dans ce projet, et ce qui permet finalement une meilleure appropriation de ces projets, donc au moins de conflits. Et aussi le multi-usage, comment dans une parcelle de terrain, on peut couper des activités qui jusqu'ici pouvaient paraître entrer en conflit, que ce soit l'agri-PV, avec notamment une région en France, la Nouvelle-Aquitaine, ou les vins de Bordeaux, qui vont être fortement impactés par le changement climatique. On dit souvent que finalement, dans les prochaines années, le cépage du vin de Bordeaux va beaucoup plus ressembler à du vin espagnol. En tout cas, voilà, le secteur du vin fait sa mue aussi pour pouvoir s'adapter au changement climatique et aussi fait sa mue on en parle à la production d'énergie, notamment par l'agri-PV. Et on a lancé en début de semaine dernière un appel à communication en anglais et en français pour un colloque international qui aura lieu à Bordeaux, qui est porté par la Chartrand, A3 Tessin, l'UPPA, sur les communautés d'énergie, donc qui aura lieu le 30 novembre prochain à Bordeaux. Voilà, donc, on espère s'inscrire dans un cadre au minimum européen, parce qu'on sait qu'il y a énormément d'expériences qui sont réalisées dans d'autres pays, que je pense à la Grande-Bretagne, mais aussi la Belgique, en Espagne, où c'est vrai, on est dans une approche beaucoup plus décentralisée de l'énergie, et où finalement, on voit quand même qu'il y a un lien entre décentralisation et communauté d'énergie très fort. Donc, c'est pour cela qu'on espère avoir aussi des réponses des pays frontaliers de la France. Voilà, merci beaucoup. Merci bien pour la présentation. La présentation, c'est vrai que la transition énergétique, elle est peut-être un peu plus loin des activités de l'action, de la mission d'Ouranos et de notre expertise, mais en fait, les questions qui sont posées s'appliquent énormément aussi en matière d'adaptation au changement climatique, puis ça montre peut-être aussi l'ampleur des défis auxquels on fait face et que si on ne s'attaque pas à cette question, ça vient assurément influencer l'ampleur des changements auxquels on doit s'adapter. Donc, merci pour la présentation. Je vais inviter les personnes en ligne à soit lever la main ou écrire des questions dans le chat. Et puis, on a quelques minutes là, avant midi pour des questions. Donc, je vais voir si dans la salle, il y a des questions, des commentaires. Olivier. Moi, j'étais juste curieux s'il y avait eu un calcul de la quantité de territoire. Tu sais, mettons, dans la croissance de l'éolien terrestre et solaire, ça représente quelle surface par rapport aux surfaces qui sont comme disponibles, qui sont désaffectées? Est-ce que c'est comme comparable? Ou mettons le cas de la forêt qui a été rasée, c'est comme un truc qui va se revenir un peu sous l'eau? Oui, effectivement. Là, je n'ai pas forcément les résultats en tête. On a calculé, par exemple, quelle quantité d'éoliennes il faudrait, combien de mâts il faudrait si on souhaiterait rendre 100%. En fait, notamment, c'est les démarches qui s'est posée autour de, comment il s'appelle, le scénario négawatt. Je ne sais pas si ça vous parle. Le scénario négawatt, c'est un scénario qui explique que le 100% ENR est réalisable en France si on le souhaite, en fait. Et il y a eu des détracteurs qui ont expliqué que si on souhaite le 100% renouvelable, il va falloir mailler totalement la France de mâts d'éoliennes, sachant qu'une éolienne, on est autour. Une éolienne offshore, aujourd'hui, on est à la puissance, désormais les plus puissantes, on est autour de 14-15 mégawatts, mais une éolienne terrestre, on est plutôt autour de 6-8 mégawatts. Donc, effectivement, disons que ça serait possible de faire un scénario 100% ENR type négawatt d'ici 2050, mais ça nous obligerait en termes de sobriété, en termes de décroissance de consommation d'énergie,
un saut, un gap qu'on je pense qu'on n'est pas forcément prêt encore à faire aujourd'hui. Mais il y a des données qui existent, hein, il y a des scénarios qui ont été réalisés, je pense notamment aussi par les syndicats professionnels des énergies renouvelables. Mais là, je n'ai pas forcément les chiffres en tête. Mais effectivement, c'est des données qu'on peut voir. Après, il suffit de voir la superficie, de voir la puissance moyenne du éolien, et après voir finalement combien ça prend sur le territoire. Hein. Il ne reste pas énormément de temps, mais est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je n'ai pas de questions en ligne. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle, Pierre? Très intéressant. Est-ce que j'aimerais t'entendre sur la sobriété, la division de 40% dans un contexte de changement climatique. Comment c'est calculé et puis est-ce que ça doit être réaliste, là, mais ça doit être quand même assez difficile à implémenter et puis juste entendre. Après, enfin, je pense qu'encore une fois, nous, jusqu'ici, en fait, la sobriété elle peut être atteinte à la fois d'abord par des mesures, on va dire, incitatives. C'est par exemple, je ne sais pas, vous éteignez la lumière, on vous encourage à éteindre la lumière si vous n'êtes pas sur place. Après, il y a eu des mesures beaucoup plus coercitives dans le sens où, par exemple, l'État, en France, a diminué d'1 degré le chauffage cet hiver. Donc, toutes les structures administratives, les écoles, les collèges, les mairies, en fait, ont baissé d'1 degré leur chauffage. Et les chiffres que j'ai pu avoir, c'est que la France, en l'espace d'1 an, a baissé déjà de 9% de consommation d'énergie. Et il y a aussi des mesures qui ont été faites par les magasins, ne pas allumer les magasins la nuit. Donc, dans certaines villes, notamment les commerces, ils éteignent totalement leur lumière à partir de 22h30, 23h. Donc, mais après, je pense qu'aussi, ça, c'est des mesures aussi qui sont liées au porte-monnaie. Comme l'énergie est chère, comme elle a fortement augmenté, les gens ils vont moins consommer s'ils voient que ça a des impacts sur leur porte-monnaie. Et c'est là la difficulté, ou peut-être la grande différence aussi avec le Québec, c'est que déjà, enfin, vous avez de l'espace, il n'y a pas de limite géographique telle qu'on a aujourd'hui en Europe. On a un petit continent, on est un petit pays. Moi, ce que j'ai compris, c'est que vous avez aussi, c'est plutôt une transition énergétique extractiviste, ce que je qualifier extractiviste, où finalement, les questions notamment d'ouvrir des mines pour faire de la batterie se posent beaucoup moins en France. On sait aussi que visuellement, le fait d'avoir la production énergétique, ça aide aussi à la sobriété, ça aide aussi à une prise de conscience. Au Québec, il y a vraiment quand même un décrochage entre la production, enfin, les lieux de production, les lieux de consommation. Vos barrages sont assez loin, donc les gens n'ont pas forcément si conscience que l'énergie, ce n'est pas quelque chose de miraculeux. En France, on parlait beaucoup, c'est la France qui a inventé le concept de fait électricité. Paris, ville-lumière, c'est quelque chose, on est dans l'invisible. L'électricité, c'est l'énergie invisible, on ne la voit pas. Sauf que malheureusement, le fait d'avoir la production d'énergie à proximité, les études en sociologie montrent que ça aide aussi à une prise de conscience et donc ça aide aussi à baisser notre consommation d'énergie. Donc voilà, il y a beaucoup de différences que je vois en fait entre les deux pays. Nous, tous les enjeux de sobriété, les enjeux de baisse de la consommation d'énergie aussi retranscrits dans la loi aussi. Vous, je n'ai pas l'impression que cette planification, cette stratégie a été retranscrite par la loi, dans la loi. Donc, c'est aussi une différence. Peut-être qu'on a une approche beaucoup plus étatisée, régalienne, jacobin de cette politique énergétique. Peut-être beaucoup plus business as usual, sans le nommer. Bon. En effet, je ne vais pas trop empiéter sur l'heure du dîner, donc je pense que je vais mettre fin au séminaire d'aujourd'hui comme tel. Tu es quand même dans les locaux jusqu'à la fin du mois de juillet à peu près? Je suis ici jusqu'au 30 juillet, donc moi j'ai comme mission voilà, d'essayer de mieux comprendre les dynamiques en cours, de réfléchir aussi à confronter les deux modèles, mais aussi encourager les interactions, peut-être des collaborations entre les acteurs de la Nouvelle-Aquitaine et les acteurs québécois, car ce financement, ce déplacement est financé à 50% par la charte Trent et 50% par la région Nouvelle-Aquitaine. Donc aussi la Nouvelle-Aquitaine, sachant qu'elle a une charte de collaboration avec le gouvernement du Québec.
voilà, si je peux aussi participer à encourager les synergies, potentiellement des collaborations sur cette sujet énergétique, avec grand plaisir. Tout à fait. Puis c'est aussi une région avec laquelle même Uranus a eu des liens. Puis d'ailleurs, c'est intéressant, dans la diapo précédente, il y avait plusieurs images de chercheurs avec lesquels on a déjà eu des contacts ou des collaborations. Merci encore pour la présentation. C'était très intéressant. Merci.